Bienvenue sur Chronique, le podcast de Mapato, pour comprendre et déstigmatiser les maladies chroniques. Dans cette série, nous donnons la parole à ceux qui vivent la maladie au quotidien, patients, aidants et soignants. Ensemble, nous explorerons des thèmes essentiels comme l'alimentation, la sexualité, le travail, la gestion du quotidien et la prise en charge médicale. Nos invités partageront avec vous leurs expériences, leurs conseils et leurs visions. Notre mission est simple: informer et déstigmatiser la vie avec une pathologie, tout en cultivant un esprit positif et collaboratif. Je suis Lorraine, patiente et votre hôte sur Chronique. Ensemble, partons à la découverte de témoignages inspirants qui, je l'espère, sauront vous éclairer et vous accompagner jour après jour. Grâce au soutien du laboratoire CCD, cet épisode vous accompagne dans une meilleure compréhension de la périménopause et de la ménopause. Avec la gamme de compléments alimentaires Ménocia, CCD propose des solutions pour atténuer les symptômes de la ménopause et accompagner les femmes à vivre cette période en toute sérénité. Pour votre santé, adoptez une alimentation équilibrée et un mode de vie sain. Dans cet épisode, je reçois Virginie, 54 ans, infirmière, sexologue, thérapeute conjugale et enseignante à la faculté de médecine de Nantes. Elle partage avec sincérité son parcours à travers la ménopause, qu'elle a vécu très tôt, dès 43 ans, sans y être préparée. Fatigue, brouillard mental, douleur, disparition du désir, changement dans le corps. Elle vit cette transition comme une perte de repère. Le diagnostic « Vous êtes ménopausée » tombe comme un choc. Elle se sent trahie par son corps et déconnectée de son identité de femme désirante. Pendant longtemps, elle n'en parle à personne, ni à ses proches, ni à son compagnon. Elle évite la sexualité par honte, par douleur. Mais le jour où elle ose enfin en parler, les choses commencent à changer. Elle se reconnecte à elle-même, retrouve peu à peu son corps, son plaisir et surtout elle réinvente l'intimité dans son couple. Dans cet épisode, on parle transformation, communication, sexualité et de ce que la ménopause peut aussi révéler de puissant et de vivant. Un témoignage touchant, honnête, qui donne envie d'oser parler, tester, explorer. Excellente écoute à toutes et à tous. Eh bien, bonjour Virginie. Bonjour Lorraine. Je suis ravie de t'accueillir sur Chronique, le podcast de Mapato. Aujourd'hui, ensemble, on va parler du coup de ménopause et je vais commencer par une première question. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, avec plaisir. Merci de me recevoir pour parler de ce sujet important, en tout cas à mes yeux. Alors, je peux me présenter, en effet, j'ai 54 ans, bientôt 55. Je suis infirmière sexologue et également thérapeute conjugale. Et puis, j'enseigne la sexologie à la faculté de médecine de Nantes aussi. Voilà. Donc, c'est en tant que femme que je témoigne aujourd'hui. Je tiens à le préciser. Et puis, voilà, je vis entre la Bretagne et Paris, où je travaille, sur ces 2 régions. Voilà, Très bien. Moi, j'adore la Bretagne, ça me convient bien. c'est pas mal. Hem, Est-ce que tu peux nous raconter le moment où tu as appris que tu étais ménopausée? Oui, alors en fait, j'avais 43 ans quand, j'ai ressenti les premiers symptômes de la préménopause sans le savoir. Donc, je m'inquiétais de voir mes cycles modifiés, voire disparaître et j'ai pensé que probablement j'étais enceinte. Donc je me suis rendue chez mon médecin généraliste, qui était une jeune femme de 30 ans, avec qui j'avais une très bonne relation. Il m'a donc fait faire une prise de sang et la semaine d'après, elle m'a annoncé d'un ton très enjoué, très joyeux, heu, heu, ce que c'était. En fait, elle m'a dit: «Ah mais c'est rien en fait, vous n'êtes pas enceinte, vous êtes ménopausée». Et elle a prononcé ce mot, hein: «Vous êtes ménopausée». Alors pour moi, ça a été un vrai choc. Vraiment, je ne m'y attendais pas du tout, absolument pas. 43 ans, pour moi, c'était encore possible, d'avoir un enfant, même si c'était pas un projet personnel et en fait, j'ai vraiment, été, sonnée. J'ai ressenti en fait un sentiment de mort imminente, vraiment je n'avais pas de connaissances en fait, 43 ans, c'était en quelle année? C'était en 2013. 2013, on n'en parlait pas encore dans les médias. Moi, en tant qu'infirmière, j'avais pas du tout,
entendu parler de ça particulièrement au niveau de ma formation, voilà, paramédicale et puis, en tant que sexologue non plus, pas vraiment à l'époque. Les formations que j'avais fait, ne n'en parlaient pas et donc, pour moi, c'était quelque chose de la cinquantaine, c'était pas quelque chose de la quarantaine. Donc c'était vraiment, vraiment difficile. J'ai gardé ça pour moi, dans un premier temps et ça ne m'a pas du tout aidée. Voilà. Ouais, c'est vrai que c'est un peu, j'ai envie de dire l'ascenseur émotionnel parce que toi tu avais en tête une possible grossesse même si c'était pas un projet et en fait là c'est totalement l'inverse. On te dit justement que tu n'es plus fertile, donc c'est vrai que c'est compliqué à accepter, ce genre de d'annonce, surtout de la façon dont ça peut être fait. Oui, voilà, l'annonce, elle n'était pas du tout, enveloppante. Cette jeune femme ne s'est pas rendue compte, de ce qu'elle renvoyait. Elle était, non, non, effectivement, elle s'en est pas rendue compte. Elle était rassurée, elle, que ce soit pas une pathologie, un problème de thyroïde ou je ne sais quoi et moi, je me suis pris, enfin, le monde s'est effondré. Je suis passée, du côté, où, en fait, c'est un peu comme si le compte à rebours vers la mort s'enclenchait, voilà. C'est-à-dire que l'instant d'avant, j'étais immortelle, c'était bien loin de moi la mort et l'instant d'après, j'avais un pied dans la tombe. Mais vraiment, hein, je l'ai vraiment ressenti comme ça. Voilà. Ouais, puis comme tu dis, en fait, au moment où toi tu as le diagnostic, c'est encore une période où c'est enfin, même si ça reste tabou aujourd'hui, je trouve qu'on en parle quand même un peu plus. Et du coup, c'était vraiment caché et comme tu le disais, en fait, à partir du moment où on dit ménopause, on imagine justement, la vieillesse et des choses plutôt négatives, que positives. Donc forcément, à cette époque-là, tu étais pas forcément renseigné sur tout ce que ça pouvait inclure, en fait. Exactement. En fait, je manquais d'informations et l'annonce, en fait, elle n'était pas précise. Je pense que cette médecin n'avait pas non plus d'informations, hein, c'est pas non plus toujours enseigné en fac de médecine, c'est pas une maladie. Donc, mais ça crée des symptômes comme une maladie et en fait, si elle avait su, si elle avait pu me dire: «Mais en fait, vous êtes en préménopause, ça va durer 5 à 7 ans. Vous allez traverser une période de turbulence émotionnelle. Voilà, tout ce qui vous arrive, ça va aller, vous voilà telle solution» et cetera. Je l'aurais pas du tout vécu de la même façon. Mais là, moi, je me suis pris, voilà, la mort en face, vraiment et en fait, c'était pas tant le fait de ne pas être enceinte, de ne plus être féconde. Moi, ce qui est mort en moi, c'est, l'image sociale de la femme, désirante et désirée. Ça, d'un seul coup, on a éteint la lumière. Vraiment, c'est ça qui était violent. C'est ça qui était violent, vraiment, hein. Oui, alors que Voilà. pour autant, le fait d'entrer en ménopause ne veut pas dire que la femme n'est plus désirable. C'est juste des croyances qu'on a nous, qu'on avait surtout aussi à ce moment-là, Effectivement, mais en 2013, ah oui, quand on totalement. m'annonce ça, moi, je ressens ça. Bien évidemment qu'aujourd'hui, en 2025, ce n'est absolument pas le cas et je suis heureuse comme tout. C'est pas la question, mais en 2013, voilà, au moment de l'annonce, moi, c'est terminé pour moi. Voilà, je peux aller mettre des bigoudis, une blouse, et attendre d'avoir des petits-enfants, quoi. On passe directement de la femme désirée, désirante à la grand-mère. Ce que je veux préciser, c'est que pourquoi je le ressens? Parce que c'est une construction sociale, hein, c'est l'image qu'on a construite des femmes uniquement autour de la procréation. Soit on est mère, soit on est grand-mère, mais entre les 2, il y a un grand vide, comme si on n'avait aucun rôle, aucune importance, que notre avis ne comptait pas, que notre image, n'existait pas et en effet, on était très peu représentés. C'est en train de changer heureusement, mais à l'époque, c'était pas le cas. C'est ça. Et toi, quels ont été, les premiers signes, je veux dire, physiques ou émotionnels que tu as remarqués, liés à la ménopause? Bah, je crois que je les ai tous eus. Alors, j'étais d'abord très fatiguée et très fatigable. Mmh. Un brouillard mental énorme, énorme, des fluctuations d'humeur, mais enfin je sais pas, je manquais de sucre à la maison, je me mettais à pleurer, enfin tout était dramatique, vraiment et puis des cycles alors complètement anarchiques, hein, très longs, très courts, complètement irréguliers, plus du tout de libido, plus du tout, heu, un poids très, très fluctuant. Il y a eu une prise de poids, mais pas immédiatement, mais en tout cas, j'ai senti que mon poids là, c'était vraiment complètement anarchique
et puis des douleurs articulaires, au notamment au réveil le matin. Vraiment, je me suis sentie, avoir 80 ans, vraiment. Et finalement, pour définir le mieux, je trouve, ce que j'ai ressenti, c'est que mon corps, il était en train de me trahir, vraiment. Mon corps n'était plus le mien. C'était comme, un corps étranger qu'il fallait que j'habite, que je ne reconnaissais pas et que j'avais les yeux bandés et que je devais habiter cette nouvelle maison dans le noir, les yeux bandés, en me débrouillant et en trébuchant et en ayant beaucoup de difficultés. Vraiment, je me sentais trahie. C'était pas prévu au programme ça, voilà. Donc voilà, ce que j'ai ressenti par rapport à mon corps. Et du coup, sur ces symptômes-là, déjà, est-ce que ces symptômes, ils sont arrivés tous en même temps ou ça s'est fait, dans le temps? Et est-ce que tu as été accompagnée par les pros de santé justement sur ces symptômes et sa gestion? Alors, non, ils sont tous arrivés, un peu les uns derrière les autres. Ceux que j'ai décrits, c'est les premiers. Puis ensuite est arrivé, le syndrome, génital, urinaire de la ménopause, le SGUM, avec, envie de faire pipi très fréquente, la nuit, le jour. Enfin, vraiment, c'est un handicap. Il faut y aller, presque une fois par heure, quoi. On a l'impression qu'on va pas pouvoir se retenir. Hem Et puis, une modification, même de l'utilisation de mon sexe, hein, qui se transforme, que je ne reconnais pas non plus. Enfin, vraiment à tous les endroits, je suis en train de vivre une métamorphose qui m'échappe, mais c'est arrivé, voilà, progressivement. Alors non, je n'en parle pas parce que, l'annonce faite par ma généraliste, bah, c'est pas un problème, c'est bon madame, vous êtes ménopausée donc OK, c'est pas un problème, d'accord, c'est normal, c'est naturel. À qui je peux en parler? Je sais pas. Mes amies, j'en parle un petit peu. Elles me disent: «Oh là là, quelle galère», elles sont aussi dans la galère visiblement. J'ai des amies un peu plus âgées qui me disent: «Ah non, c'est vraiment pas marrant comme période», mais pas de solution spécialement. Et puis au bout d'un moment, enfin au bout d'un moment, au bout de plusieurs années, hein, je pense que je passe 2, 3 ans comme ça et puis je remarque aussi une fragilité articulaire. Je me tords les chevilles, donc j'ai des problèmes vraiment de santé. Et je finis par en parler à mon gynécologue sur les conseils d'une amie. On a le même gynéco et elle me dit: «Mais tu sais, il est vraiment à l'écoute», et donc je lui en parle et là, je vais commencer à trouver des solutions. Mais il a fallu plusieurs années d'errance, de questionnement, de malaise, de mal-être où j'étais vraiment, super mal dans mon corps, ouais, en effet, parce que j'avais tous ces symptômes-là. Et tu as eu un suivi, justement peut-être psychologique sur cette période-là où tu dis que tu étais mal, mais que du coup, comme tu en parlais pas avec les pros de santé, est-ce que tu t'es orientée vers ce type de professionnel? Pas du tout, je n'y ai pas du tout pensé. Absolument pas. Alors donc ma thérapie, ça a été d'en parler à mes amies, à mes copines. Là, j'avais une écoute, j'avais pas de solution, mais j'avais une écoute. Donc déjà, c'était très important et on se soutenait finalement mutuellement. Et puis ensuite, la solution, bah, elle est venue, de la prise en charge par mon gynéco qui, mais quelle chance! Est un gynécologue très bienveillant, très informé, très au clair avec ce qu'on peut faire. Trop bien. Donc ouais, à cette période-là, toi, c'était vraiment, l'impression de te perdre toi, pendant cette période de ménopause et heureusement, du coup, tu avais des amis qui vivaient plus ou moins la même chose que toi, donc qui ont pu t'entourer sur cette période-là. Exactement, exactement. Moi, je voudrais savoir quel impact justement cette période, elle a eu sur toi, mais surtout sur, l'estime de toi, l'image de toi. Ah ben, j'ai perdu, vraiment, mon rôle social. En tout cas, j'ai eu le sentiment de le perdre. J'ai eu le sentiment de perdre ma féminité. J'ai eu le sentiment de perdre mon pouvoir de séduction. Enfin, si tant est que j'en ai un, mais tu vois ce que je veux dire, Lorraine? C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on ne me regardait plus, qu'on ne m'écoutait plus, qu'on ne me donnait plus la parole, que lorsque j'avais l'occasion de la prendre, bah, elle comptait pas, elle n'était pas écoutée, elle n'était pas valorisée. Hem, vraiment, c'était, comme un deuil. C'était comme vivre dans un placard, vraiment. Vraiment, mais tout ce que je ressens n'est pas une vérité, hein. C'est-à-dire que je pense que j'ai moi-même provoqué ça puisque c'est ce que je ressentais, parce que j'avais pas de modèle d'identification du tout, du tout, du tout. Hem, J'avais un modèle quand même, c'était ma mère. Ma mère
qui semblait avoir traversé cette période-là, alors, vraiment, de façon joyeuse et dynamique. Ça, c'était aussi une ressource, c'est vrai. Mais vraiment, j'habitais un corps qui ne m'appartenait pas, que j'avais pas encore apprivoisé, quoi. Comme un comme un animal sauvage qu'il va falloir, apprivoiser petit à petit et qu'on n'a pas choisi d'apprivoiser, mais il va falloir faire avec, quoi. Ouais. Vraiment, mon image, c'était je me reconnaissais pas, vraiment du tout. Ce que je voyais, ça me plaisait pas. Mon corps était défaillant, je pouvais plus faire de sport. Je me tordais les chevilles, je faisais beaucoup de chutes aussi. C'est un peu comme si mon centre de gravité était dévié. Hem, voilà, toute cette invisibilité sociale ressentie, je me sentais plus légitime, quand je prenais la parole en public. Enfin vraiment, c'était difficile de réapprivoiser tout ça, Ouais. vraiment, hein. Et Donc justement, comment tu as réappris à aimer ton corps et à l'apprivoiser comme tu dis? alors en fait, bah, c'est à partir du moment où j'en ai parlé à mon gynécologue, j'ai commencé à reprendre soin de moi, à tous les niveaux, à me remettre en mouvement, à me remettre en marche, et puis à accepter le changement, corporel pour ac que mon regard sur moi change. Et ça a vraiment tout changé dans ma vie. Tout changé dans ma vie. Hem, bon, j'ai d'abord essayé des traitements non hormonaux parce que j'avais une méfiance par rapport à ces traitements, parce que je faisais une confusion entre le traitement, contraceptif hormonal et le traitement, hormonal de la ménopause, qui est pas du tout pareil. C'est que le traitement hormonal de la ménopause, on nous apporte les hormones que notre corps ne fabrique plus et ces hormones, elles ont un rôle essentiel de protection à plein de niveaux. Et en plus, elles sont bioidentiques en France, on a cette chance, mais je voulais pas l'essayer. Donc j'ai d'abord essayé des traitements non hormonaux qui ont un peu atténué les symptômes de bouffées, vasomotrices, ce qui était déjà un soulagement de pouvoir un peu redormir. J'ai commencé à me baigner parce que j'habite au bord de la mer, et c'est vrai que la mer, elle est froide ici et c'était une solution, à prendre des douches froides et cetera. Et puis, j'ai commencé à refaire du sport et à faire attention à ce que je mettais dans mon corps au niveau de l'alimentation, puisque mon corps ne traitait plus l'alimentation de la même manière. Je commençais à comprendre que ma chaudière était super économique et qu'il fallait pas que je la remplisse trop parce qu'elle allait, carburer à fond. Donc j'ai commencé vraiment à faire attention à tout ça et ça a tout changé. Puis ensuite, j'ai pris le traitement hormonal de la ménopause et là, mais jamais on me l'arrête, jamais. Je vais mourir avec. Je ne veux surtout pas qu'on me l'arrête. C'est trop génial. Voilà, vraiment, Mmh. c'est important. Bah, en fait, c'était vraiment de, réapprendre comment son corps fonctionne pour justement lui donner les choses nécessaires pour qu'il soit justement, bien, que toi tu sois bien autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Exactement, que je sois en accord, que je sois alignée avec, ce qui se passe. Mais aujourd'hui, je peux dire que tous ces efforts ont payé parce que, bah, j'ai retrouvé, mon corps d'avant, quoi. Alors évidemment avec mon âge, hein, ça le vieillissement, c'est pas un problème. Ça, on va pas garder notre corps de Mmh. 20 ans, mais ce que je veux dire, c'est que j'habite mon corps comme avant. Mmh. C'est Je le reconnais, je suis bien dedans. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. C'est pas à quoi il ressemble, hein. C'est comment je l'habite, comment je l'enfile, comment je suis bien confortable dedans. Moi, c'est ça qui m'intéressait. C'est ça qui m'a perdue et c'est ça que je vis et ça, c'est trop bien. Et c'est donc ce que j'ai envie de faire passer, comme message, c'est ça, hein, c'est que c'est tout à fait possible, de traverser cette période sans, se perdre complètement et en tout cas, si on se perd, moi, je m'étais complètement perdue, ben, on peut complètement, complètement, complètement se retrouver, hein. C'est possible. Trop bien. Comme tu dis, avec la bonne personne qui t'accompagne, avec les bons traitements, que ce soit hormonaux ou non hormonaux en fonction de la personne, l'hygiène de vie, enfin, tout ce qui E va graviter autour du corps. Exactement. Je pense qu'il y a pas de recette miracle, mais c'est vraiment du sur mesure et je crois que ce qu'il faut, c'est avoir l'audace, le courage d'essayer des choses. Parce que là, ça a l'air un peu simple, je passe un peu vite, mais j'ai essayé des traitements hormonaux qui ne m'allaient pas bien non plus, hein. J'ai commencé par, essayer, du basique, puis après on a affiné, hein. Je dirais que les 2 difficultés majeures, c'est trouver un gynécologue ou une gynécologue qui soit formé, compétent, accueillant, bienveillant par rapport à ça, qui entende et ensuite ajuster les traitements
hormonaux ou pas, parce que ça va être du sur mesure. Ouais, totalement. Non, c'est hyper intéressant et ça, c'est je pense le message, aussi clé à envoyer, à toutes les femmes qui vont se reconnaître dans ton témoignage. Du coup, j'aimerais bien aborder aussi donc la partie intimité, couple. Moi, Bien je voulais sûr. savoir comment la ménopause, elle a affecté aussi, ta relation à l'intimité? Ouais, bien sûr. Bah, ça, c'est alors en plus, en tant que sexologue, c'est une partie, de ma vie personnelle importante, en tout cas qui compte et que j'avais pas du tout envie d'abandonner. Mais force est de constater que je l'ai abandonné pendant plusieurs années parce que, je n'avais plus du tout de désir. Ce corps ne me plaisait pas. Comment interagir avec soi ou avec l'autre dans quelque chose qu'on ne reconnaît pas, qu'on n'aime pas, qu'on ne maîtrise pas, pas au sens performance, hein, mais on ne sait pas comment il fonctionne. Il fonctionne plus comme avant et donc il fonctionne plus, et j'en ai pas parlé à mon compagnon. J'avais honte, vraiment, j'avais honte à 43 ans de vivre ça. Je me suis dit: «Ça y est, c'est foutu cette vie-là, elle va plus exister, mon Dieu, comment je vais faire?» Donc tout s'est arrêté, personnellement et en lien avec les autres, on va dire et en plus, j'avais pas de désir. En plus, quand j'avais de l'intimité, ça me faisait mal, j'avais des douleurs. Je n'osais pas trop le dire. Non, mais vraiment la caricature, hein. Ouais. C'est vraiment, la caricature, mais c'était la réalité. Comme quoi ça peut vraiment arriver à tout le monde, même quand on est formé sur la sexualité. Donc j'ai commencé à éviter la sexualité et sans en parler, sans expliquer. Donc mon conjoint, il savait pas ce qui se passait pour moi, Mmh. du tout. Mais il a respecté ça, hein. Donc il y avait un évitement mutuel finalement et une absence de sexualité et par contre, il y avait quand même toujours de l'amour et toujours de la tendresse. Ça, je tiens à le souligner parce que je pense que c'était très important. Voilà, en tout cas, il y avait une disparition de l'érotisme entre nous Ouais, après et c'est puis ce qu'on dit souvent quand même, c'est de il faut d'abord s'aimer soi-même, pour justement donner aussi l'amour et avoir ces relations d'intimité. Donc en effet, dans cette période-là où toi tu n'es pas bien dans ton corps, c'est totalement normal que ça se projette aussi sur ce côté-là de la relation. bah, oui, parce que mon corps à l'époque, je le trouve moche, Mmh. il grossit, il est défaillant, il me trahit, il me fait mal. J'ai vraiment envie qu'on lui foute la paix, qu'on le mette dans un placard, voilà. Mmh. Et clairement, ça me fait penser à un truc, c'est qu'à cette époque, je soignais pas mon corps, je l'avais vraiment mis de côté, j'étais un peu comme coupée en 2. Je m'occupais de ma tête, je me maquillais, je me coiffais, mais je m'occupais plus du tout de mon corps. Je suis en train de réaliser ça, Ouais. voilà. Et puis en plus, j'avais ce syndrome, génito-urinaire qui était très gênant. Vraiment donc voilà. Et puis au bout d'un moment, bah, j'en ai parlé avec mon compagnon, Oui. parce que finalement d'ouvrir le dialogue avec mes copines, bah, parfois les hommes étaient là, puis j'ai commencé à me dire: «Mais en fait, ça fait du bien, il faut qu'on en parle aussi devant les hommes». Donc on a commencé, enfin moi j'ai commencé à en parler, hein, dans nos soirées, au resto, j'abordais le sujet tout le temps, tout le temps, tout le temps devant les hommes et ça m'a permis aussi d'en parler avec mon compagnon. Mmh. Donc ça, c'était vraiment important et ça a tout changé parce que ça a permis à mon compagnon de comprendre et donc ça a changé tout. Parce que lui, il se sentait pas désiré, évidemment, j'allais plus vers lui. Mmh. Il a probablement pensé que ça venait de lui, alors que pas du tout et donc vraiment, ça tout ça, l'ouverture de la parole, la communication et puis aussi les retrouvailles avec mon corps que j'avais perdu, bah, ça a permis une nouvelle intimité. Ouais, totalement. Donc c'est en fait, de faire évoluer à la fois, bah, son corps, sa mentalité, son intimité et ça fera évoluer justement cette partie de désir et d'amour avec le conjoint. C'est vraiment ce mot, Lorraine, que tu emploies, je trouve qu'il est juste. C'est évolution. Il va falloir évoluer ensemble et je l'ai pas compris au début, mais ensuite je l'ai compris et ça a tout changé Ouais, parce que aussi. j'ai la chance d'avoir un compagnon, qui a compris. Ça, c'est hyper important justement de se sentir aussi, tu vois, quand tu es dans une période de vulnérabilité et de sentir que ton conjoint, il est là à te soutenir en disant: «Écoute, c'est pas grave, on va justement évoluer» et ce que j'aime bien aussi, c'est de redéfinir une sexualité, une intimité parce que c'est pas parce que pendant, 20-30 ans, on a fonctionné d'une telle manière que
c'est pas obligé de changer et justement avec cette période, l'idée c'est de redéfinir votre intimité à vous. En fait, c'est une super période. Avec le recul, je peux le dire maintenant parce que comme on est obligé d'évoluer, et ben, d'abord, c'est très intéressant de faire de nouvelles choses ou de les faire différemment. Et puis, il faut pas oublier que, nos compagnons vieillissent eux aussi. Donc eux aussi, des choses se modifient, donc on va s'adapter et trouver de nouvelles façons de prendre du plaisir ensemble, de faire naître le désir ensemble, de souffler sur les braises ensemble, parce que les braises, elles sont encore là. Et ça, c'est essentiel. Et en effet, je pense que le rôle du partenaire à ce moment de la au ce moment de traversée de la ménopause, il est essentiel pour que cette femme qui traverse ça, avec son compagnon ou sa compagne, hein, peu importe, puisse se sentir regardée, toujours dans une posture où la séduction, elle est possible, sans pour cela mener forcément à de l'intimité sexuelle, hein, mais que l'intimité reste d'actualité et que ce regard bienveillant, aimant, désirant, mmh, c'est vraiment le rôle des partenaires, je trouve. Mmh. C'est essentiel. Ouais, voilà. Ça, plus le besoin d'éducation, hein, du couple, Totalement. dès l'école, en consultation et cetera, évidemment. Oui, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, on est très centré sur, la parole de la femme, mais c'est aussi important que les hommes se renseignent aussi sur cette période-là parce que c'est eux aussi vont être amenés à vivre cette période avec leur conjointe, donc il faut aussi qu'ils soient alignés sur le sujet. Mais oui, en effet, par exemple, dans les cours de SVT aujourd'hui, quand on parle des cycles menstruels des femmes, j'espère que, on va dire, eh beh, à un moment donné, ces cycles vont diminuer progressivement. Les femmes seront en préménopause, puis en ménopause et c'est naturel, c'est normal et cetera. De façon à ce que les garçons et les filles l'entendent. Totalement. Et qu'est-ce que la ménopause a mis en lumière, toi, dans ta relation amoureuse? Ah bah, le besoin de communiquer. Ah bah, ça, c'est évident, je le savais, je le disais à mes patients, bien sûr, hein, mais je le faisais pas. Donc ce que j'ai pu, constater, c'est que parler de nos difficultés, quelles qu'elles soient, ça change tout, ça change absolument tout. Ça, c'est essentiel et surtout, ça m'a rappelé quelque chose, c'est qu'en fait, ensemble, on avait déjà traversé des difficultés, des épreuves et qu'on allait aussi, finalement, on allait aussi savoir les traverser, même la ménopause, en fait, hein. C'est parfois une difficulté, une épreuve. Toutes les femmes ne sont pas concernées, hein. 40 des femmes, en général, elles ont pas de symptômes, tant mieux. Mais il y a quand même 60 des femmes qui vont avoir des symptômes et qui vont donc passer la moitié de leur vie sexuelle en étant ménopausées. Ouais, Donc c'est quand totalement. même vachement important. La moitié de notre vie sexuelle, elle va se faire, en étant ménopausée, donc c'est important d'être épanoui si on a envie d'investir ce truc-là et en fait, clairement, oui, d'en parler, d'oser en parler parce que, même si c'est difficile, ce sera toujours moins difficile que d'attendre, de ne rien dire, de ne pas comprendre et de s'éloigner l'un l'autre, vraiment. Totalement, ouais. Et du coup, toi, tu parlais tout à l'heure justement que tu t'es éloigné de ton corps pendant la première période, justement le Mmh. temps, bah, de comprendre comment tu fonctionnais. Est-ce que cette étape, malgré tout, ça t'a permis de te rapprocher de toi-même? Parce que du coup, vu que tu as commencé à comprendre comment fonctionnait ton corps, est-ce que ça a été justement un plus? Ah oui, non mais enfin vraiment, même si le parcours a été difficile, je suis tellement heureuse de l'avoir vécu. Parce que vraiment, je me suis remise en question, j'ai réfléchi, j'ai observé et maintenant, je c'est pas que j'ai fait la paix avec mon corps, c'est que je l'aime, je l'adore. Hem, je peux dire qu'aujourd'hui à 54 ans, bientôt 55 là, heu, je me sens bien dans ma vie, dans ma peau. Je me plais enfin, enfin. C'est vraiment une période mais j'adore cette période parce que je me connais bien. Vraiment, je me connais mieux, je me connais encore mieux et je sais aussi que j'ai plein de choses à vivre encore. J'ai plein de découvertes à faire, plein de surprises, plein de joie, de plaisir, de désir. C'est vraiment génial et en fait, c'est grâce à cette, meilleure connaissance de moi-même, j'ai l'impression que tout est possible Mmh. et c'est ça.
Donc oui, vraiment, je suis heureuse d'avoir vécu ça, hein. C'est pas du tout une perte de temps. Ouais, c'est le plus important en tout cas, c'est que maintenant tu te sens bien et que tu vas justement, continuer à te découvrir encore, parce qu'il y a encore plein de choses, à découvrir et je pense que j'ai un peu ma réponse, mais moi je voulais savoir, selon toi, de quoi les couples ont le plus besoin, pour traverser cette période? Est-ce que c'est vraiment la communication ou est-ce que tu as d'autres choses, qui te viennent en tête? Bah, je trouve que la communication, c'est important parce que Ouais. ça permet tout, c'est-à-dire de rester connectés l'un à l'autre, de, se comprendre, de s'adapter, de rester dans un lien d'amour, de tendresse et aussi peut-être de séduction, d'être compris, d'être, heu, vraiment accepté tel qu'on est. Donc voilà, je pense que nous, notre couple, il a mieux fonctionné aussi après ça parce que on n'a pas questionné que ça nous a fait questionner, tout notre rapport à l'un et à l'autre. Donc effectivement, non, je trouve que ça c'est important. Je pense que les couples, à ce moment-là, ils ont besoin aussi peut-être d'aller ensemble aux consultations. Mmh. Ce serait très important, hein, d'y aller ensemble, je pense et puis de se faire aider, d'aller chercher de l'aide parce qu'aujourd'hui, quand même, les professionnels se forment mieux, sont un peu plus à l'écoute. Voilà, c'est en marche et puis les femmes, elles sont un peu plus, de nouveau, visible, même à cette période-là. Ça me fait penser à un truc, c'est que moi, 3 ans après l'annonce de ma ménopause, j'ai commencé à ne plus me colorer les cheveux pour être en accord, avec ce que je montre. Mmh. Les cheveux, sans couleur, enfin, du coup gris. Voilà, c'était aussi, important et c'était aussi une forme d'affirmation de soi. Et j'ai été soutenue dans mon couple. Enfin, mon compagnon m'a soutenue par rapport à ça. Il m'a dit: «Mais oui, vas-y, fais-le, c'est super, ça va être super chouette, vas-y». Donc d'entendre, voilà, dans son couple qu'on est accepté dans cette transformation, de l'image corporelle, du corps lui-même, de son nouveau fonctionnement et qu'on va s'adapter, qu'on va quand même rester connecté. Ouais, je pense que ça, c'est essentiel, quoi, vraiment. Mmh. Ça permet un sentiment de connexion, mais aussi de liberté, d'espace des possibles en couple, hein. En plus de cette espèce de puissance intérieure, je trouve qu'on gagne en se connaissant mieux soi-même. Pourquoi est-ce qu'on associe encore trop souvent, en fait, la ménopause à la fin de la vie, affective, sexuelle, intime et du désir? Parce que la sexualité, elle s'est, construite sur, cette influence judéo-chrétienne que la sexualité, elle est surtout reproductive, Mmh. hein. C'est-à-dire qu'il y a que les pratiques qui permettent la procréation qui sont en général, tolérées, acceptées dans toutes les religions. Tout ce qui ne permet pas la procréation, c'est banni et donc ce qui ne permet pas la procréation, la femme ménopausée notamment, eh ben, c'est pas intéressant. On s'est construit socialement là-dessus, c'est-à-dire que ça commence très tôt avec les contes pour enfants, hein. Les femmes ménopausées, elles sont vieilles, visiblement, elles sont moches, elles sont sorcières, elles sont méchantes, elles veulent tuer les femmes plus jeunes et plus belles qu'elles, qui elles ont de la sexualité. Et donc elles sont vraiment, déjà, très, critiquées. C'est déjà difficile pour une petite fille d'intégrer que quand elle vieillira, ce sera sympa. Parce qu'elle a bien compris que la femme vieille, c'est pas très sympa. Alors que déjà dans les contes, les hommes vieux, bah, ils ont la sagesse, ils ont le pouvoir, ils sont druides, ils ont la connaissance, ils sont vénérés et vénérables. Donc donc déjà, il y a déjà ça commence là, hein, ça Ouais, commence là, totalement. clairement. Et puis, bah, même dans les dans au cinéma, il y a un grand vide, hein, entre la femme, qui a enfin la femme de 50 ans à 60 ans, il y a rien là comme rôle, hein, ou alors des rôles de grand-mère ou alors des rôles de femmes incontinentes dans les publicités. C'est en train de changer, hein, je voilà. Ouais, Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'on peut pas se projeter dans une posture de séduction parce qu'on n'a pas de modèle, ce qui est en train d'arriver. ouais, Parce totalement. que, être, dans la s dans toujours, dans le désir, dans le plaisir, dans la vie intime, c'est tout à fait possible et ça jusqu'au dernier jour de notre vie, Mmh. si on en a envie, hein, si on en a envie, hein. Il y a pas de date de péremption. C'est ça et comment, pour les femmes qui nous écoutent et qui traversent cette période, comment, on peut garder justement une intimité épanouie après la ménopause? Alors, tout simplement,
en gérant les symptômes que la ménopause a provoqués chez ces femmes. Voilà. On n'a pas toutes les mêmes symptômes, ils sont quand même bien répertoriés, notamment dans le questionnaire de Green. Mmh. Si, certaines femmes nous écoutent là, si elles ont envie de checker un peu les symptômes et certains on les connaît pas, notamment comme la tachycardie, des troubles du rythme cardiaque, il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent en errance médicale, hein, parce qu'on pense qu'elles ont une pathologie. En fait, ce sont simplement des symptômes de la ménopause. Donc elles peuvent checker leurs symptômes dans le questionnaire de Green, hein, ça s'écrit G-R-2-E-N, OK. et aller chez leur médecin en l'ayant, rempli, et elles peuvent aussi consulter le site du GEMVI, Gemvi. Elles vont trouver toutes les infos, scientifiques sourcées intéressantes au sujet de la ménopause. Bref, ces femmes qui traversent, la ménopause, si elles veulent rester, justement, si elles veulent en tout cas, aller vers cet espace de liberté, d'évolution, de confiance et de renaissance qu'offre cette période, ben, il faut checker les symptômes et lutter contre. Donc il y a plein de solutions. En général, ça passe souvent quand même par un traitement hormonal de la ménopause, mais il y a d'autres solutions, hein. On a longtemps cru que c'était vraiment pas possible pour certaines femmes, et notamment je pense, à la peur du cancer et cetera. Parfois si, c'est possible, mais en local. Donc tout ça, c'est des solutions à trouver de façon Mmh. individuelle avec un ou une gynécologue, vraiment. Trop Et bien. c'est tout à fait possible, et aussi, observer son corps. Qu'est-ce qui me convient? Tiens, j'ai remarqué que quand je bois du café, par exemple, bah, je j'ai plus de bouffées de chaleur. Je vais peut-être arrêter après, midi. Quand je bois de l'alcool, après telle heure, c'est pareil, il faut pas que j'en boive trop souvent. Tiens, quand je bouge, je vais mieux, et cetera. Donc, il faut pas oublier quand même que le premier traitement de tous les symptômes de la ménopause, c'est une bonne hygiène de vie. Bouger tous les jours, Mmh. vraiment. Et justement, toi, quelle pratique ou routine tu as mis en place, que ce soit, sport, relaxation, thérapie? Alors, bon, moi, je fais de la corde à sauter tous les matins, Ah, et ça, j'adore! ça a Ouais. changé ma vie. Alors attention, je précise, j'ai commencé par 5 minutes, et encore, je crois que j'ai peut-être commencé par 3 minutes et j'étais au bout de ma vie. Puis après, j'ai rajouté 1 minute par 1 minute. Donc maintenant, je fais, 18 minutes de corde à sauter tous les matins, Trop bien. ou bien, je vais courir. Mais si j'ai pas le temps d'aller courir, je fais de la corde à sauter, c'est sûr. Et puis, bah, je j'ai la chance de pouvoir aller nager, donc je vais nager aussi tous les jours, à peu près de mars à octobre-novembre. Et puis je fais attention, à ce que je mets dans mon corps. Ouais. Mais Le pas pour le poids, hein, pas du Non, tout, hein. non, pour toi, ton Non, non, mental, pour te sentir pour, bien. pour me sentir bien, pour ne pas, avoir de coups de pompe, pour rester, dans l'énergie parce que j'ai besoin d'énergie. Mmh. Le sport m'en donne, mais aussi, voilà, j'essaye d'adapter, les apports en carburant par rapport à la dépense que je vais faire de mon corps. Ouais, Voilà. totalement. Et tu dis aujourd'hui justement être épanouie. Comment tu as réussi justement à reconstruire cet équilibre, outre cette alimentation et ce sport? Bah, en fait, le fait de me reconnaître déjà, de Mmh. me reconnaître dans mes sensations corporelles, d'être en accord avec, l'âge que j'ai, la place que je peux avoir dans la société, la place que je prends, le fait que je le ressente, que je le vive, bah, je pense que ça se ressent quand j'interagis, et ça me permet de me sentir, bien dans ma vie, à tous les niveaux. Dans ma vie intime, dans ma vie de couple, dans ma vie professionnelle, dans ma vie sociale, dans ma vie, amicale. Vraiment, je me sens bien, en fait, et puis surtout, je me sens libre, je me sens, puissante, je me Mmh. sens, vraiment pleine d'énergie, hein, vraiment, hein. C'est vraiment ce que je veux faire passer comme message, c'est que c'est pas du tout une fin, la ménopause, c'est juste un passage, et derrière, ce qu'on va trouver, mais c'est génial, génial, vraiment. Hem, bon, après il faut s'en saisir, c'est sûr, et c'est un Mmh. voilà, il faut y aller, quoi. C'est ça. Mais il y a pas de il y a voilà, il y a pas de péremption pour l'amour, le désir, l'énergie, la confiance, c'est vraiment un espace de liberté, la ménopause, parce qu'en fait, on s'en fout après, je trouve, on s'en fiche du jugement, enfin,
on s'en fiche quoi. On est en accord avec nous-mêmes, on est beaucoup plus libre, je trouve. C'est aussi le témoignage, hein, que je retrouve des femmes, Ouais. qui ont traversé Mmh. ça, en trouvant des solutions, ouais. Et si tu devais retenir une chose de ce que ça t'a appris cette période-là, ça serait quoi? Tout est possible, tout est Ouais. possible. C'est important, je pense, de le marteler, parce que, comme tu le dis, je pense qu'on entend trop souvent: «C'est la fin», alors que pas du tout. C'est le Non, c'est début le dé d'un renouveau. c'est le début d'une période de vie, mais génial! J'aurais voulu le savoir avant. Je pense que j'aurais été même impatiente de vraiment de kiffer ma vie autant que je la kiffe aujourd'hui. Ouais, Et je me sens voilà, je me sens vivante, hyper vivante, hyper connectée à la vie, voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ressens exactement l'inverse de ce que j'ai ressenti quand on m'a, ce jour-là, appris à 43 ans que j'étais ménopausée. ouais, totalement. Et justement, bah, pour, terminer un peu ce podcast, je voudrais savoir ce que tu aimerais dire justement à ces femmes qui arrivent dans cette période sans y être préparées ou à des femmes beaucoup plus jeunes, pour préparer cette période? Ah, je voudrais leur dire vraiment: «N'ayez pas peur, parlez-en, allez voir des professionnels de santé». Bon, j'ai beaucoup parlé des gynécologues, mais je pourrais aussi parler des sexologues, hein. Je reçois pas mal de femmes, moi, qui sont perdues. Je crois que je les vois une fois, 2 fois, après, c'est bon, elles ont entendu le message que je viens de te livrer, Lorraine, Mmh. et ça va déjà mieux. Le fait de savoir qu'elles sont normales, ce n'est pas une fin en soi, c'est le début de quelque chose de nouveau. Elles vont encore mieux se connaître, elles vont se sentir encore, puissantes, confiantes, belles, désirables, intéressantes, intelligentes, compétentes. Voilà, quoi. C'est magnifique. Ah ouais, c'est magnifique franchement. Franchement, c'est magnifique. C'est ce qu'on retiendra de ton témoignage. Merci beaucoup Virginie, je pense que ça va aider pas mal de femmes et des hommes aussi qui doivent accompagner leur conjointe donc merci pour, ton témoignage. Eh bien, Lorraine, merci infiniment de m'avoir interrogée en tant que femme, parce que j'ai rarement l'occasion de le faire. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous ne faites pas encore partie de la communauté Mapato? Rien de plus simple pour la rejoindre. Rendez-vous sur mapato.com, mapatho.com, ou bien téléchargez notre application gratuitement sur Apple Store et Play Store. C'est pratique, rapide, gratuit, alors foncez! Pour soutenir le podcast Chronique, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast et un joli commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Un grand merci à vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.